Coach pour ci, coach pour ça, à quand un coach pour choisir son coach? Et pourquoi pas un coach qui vous explique aussi comment faire les bébés? Mais bon, vu que tout ça vient des États-Unis, ça doit forcément être bien. Au secours. Coach de bon sens, c'est déjà pris comme créneau? Je crois que je vais me lancer. Bonsoir et bienvenue dans Mise au point. Ce soir, la justice sous l'eau, la scientologie en quête d'adeptes, l'élection du Conseil fédéral par le peuple et des écoliers anglais la fleur au fusil. Regardez. La justice suisse déraille, tout le monde peste contre les nouvelles procédures, mais rien ne change. Ce soir, le coup de gueule des procureurs. La scientologie va-t-elle disparaître de Suisse? Le mouvement multiplie les actions pour renouveler ses adeptes. Enquête. Élire le Conseil fédéral par le peuple, une vieille idée de gauche reprise aujourd'hui par l'UDC. C'est dans passé présent. Et au Royaume-Uni, l'armée s'immisce dans plusieurs écoles dès l'âge de 13 ans. Pourquoi? Notre reportage. Mais pour commencer ce petit retour sur la semaine écoulée, Sébastien Faure s'est plongé dans l'actualité pour y repêcher ses nouvelles égarées. Elles n'ont pas fait les gros titres, mais elles valent tout de même le détour. Le goût de la victoire à Matignon. Le gouvernement français se gargarise d'avoir sauvé les emplois des aciéries de Florange. En sévissant face à l'industriel indien Lakshmi Mittal, il lui a arraché le pactole. Le groupe Mittal s'est engagé à investir au moins 180 millions d'euros. Et pour Lakshmi Mittal, 180 millions, c'est quand même une grosse somme, note Le Monde. Ça fait un tiers de la valeur de ses 3 maisons de famille à Londres, ou bien 1,5% de sa fortune personnelle. Les ouvriers de Florange peuvent lui dire merci. Mercredi, ils se mettent à nu pour un calendrier révélé par l'Illustré. Les hockeyeurs du Servette s'engagent pour une grande cause, la lutte contre la violence conjugale. Une manière pour les nouvelles icônes de ce combat de faire passer leur message. Taper, c'est mal. Jeudi, l'enquête exclusive du matin sur le martyre de ces deux Vaudois. Une pleine page pour nous raconter leur drame face à la machine implacable des transports lausannois. Ils n'avaient pas de ticket valable et ils ont eu une amende. Vendredi enfin, l'interview confession de l'ex-première dame de France dans Vogue. Carla Bruni se livre sur son coup de foudre pour un certain Nicolas. Quand je l'ai vu, j'ai vu sa peau, j'ai vu ses mains, j'ai vu comment il bougeait, j'ai vu sa manière de parler et j'ai été attirée par lui, tout de suite. Franchement, c'est grotesque. « 162 pages exactement que vous pouvez vous procurer pour 17 francs. Mais ce petit livre a complètement changé le travail de la justice en Suisse. C'est le nouveau code de procédure pénale en vigueur depuis 2 ans. Et aujourd'hui, les procureurs appellent à l'aide. Ils se disent surchargés. C'est le bon fonctionnement de la justice qui est menacé. Alors pour comprendre, Anne-Marc Valder est allée voir à quoi ressemble la journée d'un procureur. Je pense que dans le canton de Neuchâtel, ça a doublé la charge de travail de la justice pénale. Alors la question c'est de savoir, est-ce qu'on est mieux jugé en 2012 qu'on l'était en 2010? Je crains de devoir dire que non. Aujourd'hui, pour moi, ce code de procédure pénale, c'est un poids. C'est un poids que je suis prêt à porter, mais pour ça, il faut qu'on m'aide. Je vous amène les derniers PV. Bonsoir. Bonsoir. Fribourg, 19h. En ce jeudi, le procureur Marc Bugnon vient d'entamer son 7e jour de permanence, plongé dans le quotidien du magistrat. Bonjour. Asseyez-vous. La justice n'attend pas. Arrêté dans la matinée, un homme est auditionné par le procureur. Le prévenu accepte exceptionnellement notre caméra. Le montant des dommages s'élève
selon une première estimation, à plus de 1 million de francs. Les accusations sont assez graves. Éventuellement tentative d'escroquerie, éventuellement faux dans les titres. Bugnon? Écoutez, là je suis en audition, j'en ai pour en tout cas 1 heure. Est-ce que ça peut attendre 1 heure? Tandis que les délits et donc les nouveaux dossiers s'accumulent sans répit, l'audition d'arrestation se poursuit. Elle va durer plus de 2 heures. Sur la base des rapports de police, le magistrat approfondit l'enquête. Attendez, alors, initialement il était assuré pour 250 000 francs et ça a été réduit à cause de... Sous le feu roulant des questions, le prévenu tente de se disculper, nie farouchement. Je comprends pas ça. Je comprends pas en quoi la Poste... Pourquoi il fallait donner 30 000 francs en échange d'une attestation. Je comprends pas ça. Le magistrat met le prévenu devant ses contradictions. Tout le monde, y compris l'avocat de la première heure, tente d'y voir clair dans la chronologie des faits. Le procureur est conforté dans ses soupçons. La déclaration ne concorde pas du tout avec celle de votre épouse, qui déclare que vous vous en êtes allé à 19h et qu'elle ne vous a plus revu jusqu'à 7h le lendemain matin. 21 heures passées, Marc Bugnon prend sa décision. Alors, vous avez compris, hein, je dois vous mettre en détention parce que si je vous mets en liberté, vous allez discuter avec... etc. Et je ne veux pas que vous le fassiez. Pour l'instant, elle est sous le régime de l'arrestation provisoire. J'ai délivré un ordre d'écrou à son encontre qui permet de maintenant le placer en détention jusqu'à ce que le tribunal des mesures de contrainte, qui sera saisi demain, statue. Mais à strictement parler, c'est uniquement le tribunal des mesures de contrainte qui peut placer quelqu'un en détention provisoire. Je vous en prie. Bugnon. C'est précisément le juge de détention, donc je dois le... Bugnon. Cette permanence a été particulièrement chargée, elle a été intéressante parce qu'il y a eu des affaires d'une certaine envergure qui se sont déroulées dès le début de la permanence. Mais on est assez heureux qu'elle arrive bientôt à son terme. Encore 19 heures de piquet pour le procureur fribourgeois. Dans l'intervalle, petit détour par Neuchâtel. J'ai demandé donc à la police de vous amener devant le ministère public. Sachez qu'il vous est reproché dans cette affaire un important trafic de cocaïne. Si je vous parle de surnoms comme Mario, comme le petit Jules ou comme Gogo, ça vous dit rien? Le parquet a mis en place cette reconstitution afin de nous faire comprendre les changements introduits par le nouveau code de procédure pénale. Magistrats, greffières et avocats jouent leur propre rôle devant une prévenue fictive. L'homme qui pose les questions est procureur. Désormais, il dirige l'enquête, fonction assumée auparavant par un juge d'instruction. Et si je vous dis par exemple que depuis 3 mois, vous êtes placé sous écoute téléphonique, la police écoute votre natel? Au moment du procès, il jouera en outre l'accusateur public. Une double casquette, plus de travail et plus de pouvoir. Alors, pour garantir les droits du prévenu, on a systématisé la présence d'un avocat dès la première heure et ajouté une nouvelle instance. Nous nous retrouvons ici cet après-midi pour débattre d'une requête de mise en détention provisoire. Le tribunal des mesures de contrainte est chargé de valider les arrestations et mises en détention provisoire. En l'occurrence, le procureur doit plaider sa demande de mise en détention provisoire de notre prévenue fictive. Le juge des mesures de contrainte doit trancher sur le bien fondé des requêtes dans les 48 heures, d'où une multiplication des audiences et des actes de procédure. Voilà, donc votre mise en détention provisoire est ordonnée pendant une période de 3 mois. Je vous rappelle que pendant... Avec ce système, la Confédération voulait gagner en efficacité et comme le temps, c'est de l'argent, on était censé économiser. Le message du Conseil fédéral disait qu'on allait faire des économies, puisqu'on allait éviter les doublons entre la profession de juge d'instruction et celle de procureur. C'est ça qui figure dans le message. La réalité, dans nos budgets à nous, dans nos comptes à nous, elle est différente. Clairement, il y a une multiplication d'actes bureaucratiques qui ne sert que la bureaucratie et qui n'est dans l'intérêt ni du justiciable ni du procureur. Le deuxième problème auquel se heurtent les instances pénales, c'est que désormais, il faut tout instruire, ou presque. Il n'y a plus de cas bagatelles qu'on puisse facilement classer.
Si vous ne payez pas une amende d'ordre en Valais, c'est-à-dire vous dépassez votre temps de parquage, si vous ne le payez pas, ça vient chez un procureur. Ce n'était pas le cas avant. Si vous commettez de petites infractions dans les communes, vous violez les règlements de police communaux, ça vient aussi chez un procureur maintenant. Depuis le début 2011, ça nous a fait 9500 dossiers supplémentaires par ce biais-là. On pense que la justice pénale a une réponse à tout. Mais ce n'est pas vrai du tout. Lorsque deux personnes se disputent tous les jours sur leur pas de la porte, la justice pénale n'a pas vraiment de réponse. Elle peut de temps en temps sanctionner quelqu'un, mais elle n'apporte pas la paix en le faisant. Être condamné devrait être une chose relativement grave. Mais quand vous recevez 3 jours d'amende à 10 francs le jour pour avoir traité votre voisine de grosse vache, objectivement, ça banalise l'intervention de la justice pénale. Résultat, embourbé, la justice genevoise réclame 8 procureurs supplémentaires et le très réservé parquet valaisan sera à son tour du bois. Le ministère public valaisan a demandé 2 procureurs de plus au Grand Conseil. Nous sommes actuellement 24 et nous avons fait une demande pour porter ce nombre à 26 procureurs. Fribourg, vendredi matin. Ça, c'est un 217. On avait mis la personne sous recherche de lieu de séjour. Même si ici, tous les procureurs sont secondés par une secrétaire et un greffier juriste et qu'on maîtrise encore la situation, Les résultats toxicologiques. la masse de travail demeure impressionnante. Un avis à Genève. Oui, pour une nouvelle affaire. Oui. Et vous aimeriez avoir les images vidéo du banquement en question. Alors vous pouvez m'envoyer par mail. Entre un nouveau dossier, une audition et les rapports de police, Marc Bugnon nous livre son sentiment sur le fonctionnement d'une justice pénale à laquelle le Parlement fédéral en demande tendanciellement toujours plus. On voit que la police n'a pas chômé pendant ces dernières 24 heures. Le Parlement légifère à tout va en criminalisant toujours plus certains comportements. Par exemple, les infractions au code de la circulation routière. Le risque, à vouloir strictement tout criminaliser, c'est qu'on perde de vue les objectifs qu'on peut assigner au droit pénal. Quel est l'effet de systématiquement réprimer par des jours amende avec sursis une personne qui a peut-être mal rempli un formulaire de demande de subvention agricole ou de subvention sociale. Et finalement, cela n'apporte pas grand-chose. Pas d'autres questions, Monsieur le Président. 15 heures, tribunal des mesures de contrainte. Marc Bugnon doit justifier la demande de mise en détention préventive de l'homme auditionné la veille. C'est le dernier moment pour admettre la vérité. Vous avez dit... Une audience à huis clos. C'est la première fois qu'une caméra est admise en ces murs. En Suisse, on veut toujours se doter des meilleurs instruments, sans égard au coût, sans égard aux lourdeurs. Alors maintenant, il faut avoir l'honnêteté et puis l'humilité de reconnaître que sur certains points, nous avons fait fausse route, où nous pourrions améliorer ce code. Faisons-le et ne tardons tout de même pas trop à le faire. En attendant, fin de perme pour Marc Bugnon, qui retourne à ses 400 dossiers en cours. Bonsoir Yves Nideguer. Bonsoir. Alors vous êtes avocat, conseiller national, vous êtes même le président de la commission des affaires juridiques du national. Vous avez entendu le procureur Bugnon à Fribourg qui dit on devrait avoir l'honnêteté, l'humilité de reconnaître qu'on a fait fausse route. La réponse du parlementaire? Alors moi je partage totalement l'idée selon laquelle il faut avoir l'humilité de reconnaître les erreurs quand on en fait. Je constate que le Parlement a commis en matière pénale des réformes qui n'étaient pas toujours très futées, la pire étant celle du droit des sanctions avec les jours amendes, et que ce n'est que 5 ans après l'entrée en vigueur, c'est-à-dire maintenant dans ma commission, qu'on débat enfin de peut-être la suppression de cela. Donc lorsque les procureurs tirent la sonnette d'alarme, et ils l'ont fait pour les jours amendes immédiatement après l'entrée en vigueur, on était en 2007, il faut généralement du temps pour que, sous forme de demande politique précise, parce que le Parlement ne va pas s'auto-saisir de l'idée « tiens, nous avons fait une bêtise, changeons tout », il va falloir que les parlementaires et les procureurs que vous avez entendus
les procureurs que vous avez entendus ont tous des partis politiques qui les ont élus là où ils sont. Ils ont donc des relais dans le Parlement. Et charge à eux de faire des propositions par des parlementaires qui seront débattues. Quant à moi, elles seront observées avec le plus grand intérêt. Vous êtes parlementaire, vous êtes président de la commission des affaires juridiques. Vous pourriez dire, bon, nous, parlementaires, on a un problème. On va peut-être enclencher un chantier et faire quelque chose. Alors, je pourrais le faire en tant que parlementaire comme n'importe quel autre, dans la mesure où j'aurais une proposition concrète qui dirait sur ce point-là, il faut changer quelque chose. Une des fausses bonnes idées que peut-être le Parlement a eues, est celle de vouloir faire un code fédéral qui a remplacé tous les codes cantonaux. Parce qu'évidemment, vous avez ensuite une philosophie dans ce code qui ne tient pas du tout compte des particularités et des usages locaux. Si vous prenez le cas des Genevois, c'était pas bon. Je ne sais pas si c'est une mauvaise idée, elle partait de très bonnes intentions, mais le fait est que lorsque la majorité du Parlement adopte un code unique, il y a un bouleversement dans le fonctionnement des tribunaux, qui sont des choses cantonales, et qui se sont habitués à des processus parfois très cantonaux. Lorsqu'on parle du classement en opportunité, typiquement genevois, donc peut-être que les Genevois faisaient un peu une utilisation abusive. À partir du moment où vous supprimez cela, eh bien, vous obligez par des règles plus rigides à un surcoût de travail. Mais ce que vous dites, ce n'est pas le code qui est le problème, c'est les cantons qui n'arrivent pas à l'adapter. Alors, je dis qu'il y a probablement de fausses bonnes idées dans le code. Je dis que les meilleures intentions amènent parfois à des résultats inverses. On pensait, et sur le papier, ça avait l'air d'être le cas, qu'en unifiant les fonctions respectives de procureur et de juge d'instruction en une seule fonction, on éviterait tous ces va-et-vient entre les deux. Mais aujourd'hui, on a des va-et-vient que les procureurs trouvent plus gênants encore, avec l'autorité qui prononce la détention, etc. Mais vous avez aussi une augmentation considérable de la criminalité en tant que telle, dont il faudrait aussi tenir compte lorsqu'on parle de surcharge. Mais vous, en tant que parlementaire, comme ça, en l'état, vous n'avez pas l'intention de faire quoi que ce soit? Moi, je relayerais très volontiers une demande genevoise, si je suis un parlementaire genevois, lorsque celle-ci serait formulée de manière moins vague que ce que nous avons entendu dans votre reportage. Il y a quand même une chose, Evelyne Deguerre, bon, vous n'étiez pas encore, juste pas au Parlement en 2007, quand ce code de procédure a été adopté en votation finale au national, mais on va quand même voir les images parce que c'est assez saisissant. C'est un vote qui a été remporté à une très large majorité, 175 oui, 11 non, 9 abstentions. Quand on voit aujourd'hui le discours des procureurs, la police qui se plaint aussi, on se dit qu'il y a un décalage énorme. Comment vous expliquez un tel décalage entre le Parlement et la justice aujourd'hui? Alors, il y a souvent un décalage entre le Parlement et le monde réel. D'abord, un projet de ce type-là est né dans le cerveau de l'administration fédérale, qui est arrivé avec un projet devant les parlementaires. C'est passé dans des commissions. Le pays a été entendu. Il y a une consultation au début de chaque processus législatif. Les universités, les pénalistes dans les universités, les procureurs généraux ont été entendus à l'époque. Les départements de justice et police l'ont été aussi. Puis ensuite, on a mis tout ça dans le chaudron. Et puis les 175 qui ont adopté ce texte étaient certainement tous d'accord pour dire, j'aurais peut-être pas voté ainsi, qu'il fallait absolument, quels qu'en soient les contours, une procédure unique dans toute la Suisse. Mais évidemment qu'on passait à la trappe certaines particularités. Vous entendriez... Et les réserves qui auraient été formulées à l'époque, vous ne pensez pas qu'elles ont pu être sous-estimées quand vous entendez aujourd'hui la justice qui tenait ce discours déjà à l'époque? Oui, mais enfin, les procureurs ont aussi hurlé, par exemple, contre les jours-amendes. Et on dit que ça n'allait pas jouer dans la pratique, ça n'a ébranlé personne, parce que dans l'administration fédérale, on pense encore aujourd'hui que c'est une très bonne idée. Et il est très compliqué, je le sais pour être en prise avec cela quotidiennement, de faire admettre à des parlementaires qu'éventuellement ils ont fait tout faux. C'est humain, mais particulièrement lorsqu'on est parlementaire et qu'on a travaillé après avoir entendu tout le monde et qu'on pense avoir fait un bon boulot, on a beaucoup de mal à admettre l'inverse. Merci beaucoup, Evelyne Deguerre, d'être venu répondre à nos questions en direct ce soir sur le plateau de Mise au Point. Merci à vous. Wally Maurer sera le président de la Confédération l'année prochaine. Le Parlement lui a accordé sa confiance mercredi, malgré les critiques. Pas sûr que les choses se seraient passées comme ça si c'est le peuple qui avait voté. L'idée d'élire les conseillers fédéraux au suffrage universel était d'ailleurs au programme cette semaine à Berne et elle ne date pas d'hier. C'est passé présent de Pierre Bavot. Gewählt ist mit 148 Stimmen Ueli Maurer. Est élu avec 148 voix, M. Maurer. Uli Maurer, élu à la présidence de la Confédération. Alors on semble soulagé dans les rangs UDC. Christophe Blocher, lui, n'a jamais connu ça. Est élu avec 125 voix. Gewählt ist mit 125 Stimmen. Madame Dietmar Schlum.
c'est un cataclysme. Éjecté du Conseil fédéral, c'était il y a 5 ans. Incroyable, incroyable. À travers la gifle qu'on nous a envoyée, qu'on nous a administrée, on a giflé 29% de la population. L'UDC reprend alors l'idée d'une élection par le peuple. Elle lance son initiative et la dépose à Berne. Une idée chère à Christophe Blocher, depuis d'ailleurs bien longtemps. Comme pour les exécutifs cantonaux, il faut désormais que le Conseil fédéral soit élu non plus par le Parlement, mais par le peuple. C'était avant qu'il entre au gouvernement. À l'origine, pourtant, l'idée est plutôt de gauche. En 1900, alors que le palais fédéral n'est même pas terminé, les socialistes lancent une première initiative pour en finir avec l'hégémonie radicale au gouvernement. Nouvel essai en 1942. On est alors en pleine guerre, les camarades se mobilisent, ils n'ont toujours aucun des leurs au Conseil fédéral. Là aussi, la résistance est vive, leur initiative est rejetée par le peuple, encore plus massivement. Les socialistes doivent attendre la fameuse formule magique pour faire une entrée durable au gouvernement, formule qui toutefois ne les met pas à l'abri des mauvaises surprises. Est élu avec 130 voix, M. Maté. Depuis longtemps, avant chaque élection ou réélection, c'est donc le même climat d'intrigue au Parlement. Aujourd'hui, certains se dressent en chevalier blanc. Le peuple est assez mature pour prendre des décisions, choisir les mieux aptes à exercer cette fonction. Et puis, ce serait un vrai choix. Parce qu'actuellement, au Parlement, ce sont soit des votes de confirmation, soit de non-éviction. La jeune garde du Parti socialiste également, par le biais d'une initiative parlementaire. Je peux rejoindre pour une fois les propos d'Oskar Freisinger lorsqu'il dénonce en quelque sorte cette opacité qu'on a autour des manœuvres de dernière minute au Parlement lors de l'élection du Conseil fédéral. Et je crois que c'est quelque chose aujourd'hui que la population ne comprend pas. Eh bien justement, qu'en pense le peuple? À en croire un récent sondage, il n'est pas très chaud à l'idée d'élire les conseillers fédéraux. D'autant qu'il s'y perd un peu dans les candidatures au gouvernement. Non, je suis désolée, je ne connais pas. Je connais personne là. Non, j'en connais pas. Non, mais je connais personne alors là. Non, à première vue, je les connais pas. Du coup, l'UDC aura sans doute de la peine à faire passer son initiative en votation. Ils ont 13 ans et portent déjà l'uniforme. Au Royaume-Uni, l'armée investit des établissements scolaires pour inculquer ses valeurs aux adolescents. Une bonne école de vie pour certains, un recrutement abusif pour d'autres. Reportage dans quelques instants. La scientologie serait-elle en perte de vitesse? Débarqué il y a 30 ans des États-Unis, le mouvement a régulièrement suscité la polémique et pour certains observateurs, ce n'est plus qu'une question de temps. Cette mauvaise publicité finira par avoir raison de la scientologie en Suisse. C'est une enquête de François Roulet. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leur... Genève, office du dimanche chez les scientologues. L'équivalent d'un culte ou d'une messe, sauf que l'on n'y lit pas la Bible, mais les textes de cet homme, le fondateur, Renebard. En ce moment... Voilà plus de 30 ans que la scientologie est arrivée en Suisse. Mais la rumeur l'a dit mal en point, voire à bout de souffle. C'est des faux bruits. Comme beaucoup de choses qui est dites sur la scientologie. Et on peut tout à fait... chacun peut venir voir si vraiment la scientologie est en déclin. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. L. Ron Hubbard, fondateur. Faire son devoir sans s'emporter contre... À Genève, le mouvement revendique 250 membres actifs. Et de santé mentale. Ce jour-là, pourtant, nous avons compté, ils étaient 19. Notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandit, afin que nous tous puissions découvrir l'auteur de vie, la liberté règne. La scientologie est une religion qui possède des méthodes pour vous aider à trouver des réponses aux questions de la vie.
Vous avez un corps, un mental, vous êtes un tétan. La scientologie vous offre des méthodes à employer pour accroître vos aptitudes et atteindre votre plein potentiel dans la vie. Car le sujet de la scientologie, c'est vous. Les scientologues les appellent des orgues idéales, des églises géantes dans les centres-villes qui doivent symboliser la force du mouvement. Il y a eu Berlin en 2007, Tel Aviv cette année, et surprise, le prochain de ces méga-centres scientologues devrait s'ouvrir à Bâle l'été prochain. Donc, ça va être l'entrée, on va ouvrir ici. Et puis là, ça va être une salle d'accueil, une réception, et on va mettre des panneaux. Et puis là aussi, là, ça tout va être pour les gens du public qui n'ont aucune idée. Et ça, on va vraiment utiliser pour montrer, pour ouvrir. Un immeuble vitrine de 4000 m² pour un investissement d'au moins 10 millions de francs. Mais les 4 étages de ce bâtiment seront-ils réellement occupés? Cette salle de cours géante fera-t-elle le plein? On a eu pas mal de contacts par l'Internet, des gens qui sont allés voir qu'est-ce que c'est la scientologie. Une fois ils ont visité nos sites, ils sont venus, ils ont demandé. Alors là, on voit quand même pas mal de gens, beaucoup plus qui viennent qu'à l'époque. En Suisse, la scientologie revendique 5500 membres actifs et une progression constante. Mais selon d'autres observateurs, les disciples de Ronnebarth seraient 10 fois moins nombreux. Ceux qui ont quitté le mouvement parlent même d'un déclin continu. C'est le cas de Ruth Dridi. Elle a travaillé 5 ans pour la scientologie à Zurich avant de claquer la porte de l'organisation. C'était à la fin des années 90. De toute sa période scientologue, elle n'a vu que 7 nouveaux membres arriver. À Bâle, la scientologie ouvre un grand centre, 4000 m². Ça veut dire quoi pour vous? Moi, je pense que c'est que du marketing. Parce que c'est toujours une chose de Scientologie. On veut faire des grandes choses, tout est très joli, glamour. Mais derrière, c'est une autre chose. Vraiment, on ne sait pas comment on doit payer les factures et tout ça. C'est vraiment... Vous dites que dans l'organisation en Suisse, il n'y a plus d'argent? Je pense, oui. Ouais. Peut-être il y a des personnes riches qui aident, mais à la fin, je pense que ça sera difficile. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas les nouveaux membres. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas vivre avec les vieux toujours. Le déclin, c'est aussi la thèse de Georg Otto Schmid. Ce théologien protestant observe à la loupe l'évolution de la scientologie depuis les premiers pas du mouvement en Suisse. La scientologie se rétrécit à tel point que l'on peut se demander si dans 20 ou même déjà dans 10 ans, elle n'aura pas tout simplement disparu. La scientologie ne parvient plus à tenir la comparaison avec les développements récents de la psychologie. L'écart entre la scientologie et la science se creuse et la scientologie paraît du coup de moins en moins crédible. Le futur centre scientologue de Bâle ne serait-il donc qu'un cache-misère ? Un moyen pour l'organisation de masquer son déclin et de fédérer les quelques membres restants autour d'un nouveau projet. Vraiment, on commence à être à l'étroit et on a besoin de place, on a besoin que vraiment chaque personne puisse avoir sa salle où il peut travailler sur lui-même. J'entends, c'est très important. Mais moi, je comprends pas bien. Si vous êtes moins nombreux qu'il y a 20 ans, comment vous pouvez vous sentir à l'étroit? Qui a dit qu'on était moins nombreux qu'il y a 20 ans? Beaucoup d'observateurs. Ah, merci, mais c'est pas moi. Hein. Parce que moi, je vous ai dit qu'on était en constante progression depuis 20 ans. Vraiment. Progressif, voilà. On a eu un grand boom je répète, un grand boom entre 80 et 90. Et depuis les années 90, c'est en constante progression. Et la preuve, une progression de quel ordre? Écoutez, je ne peux pas réellement vous donner des chiffres, c'est pas forcément le but, mais si on ouvre des bâtiments... Mais vous êtes incapable grands, de nous dire comment vous progressez ou quelle est l'évolution du mouvement?
Écoutez, il y a des statistiques qui existent et je pense qu'effectivement, si vous regardez... Vous ne voulez pas nous les fournir? Alors, il faudrait que je vous sorte des documents. Je peux vous dire tout ce qu'on veut. Après, c'est les documents qui font foi et je ne les ai pas ici. Si la scientologie ne fait plus recette aujourd'hui, c'est parce qu'elle est restée enfermée dans la doctrine de son fondateur. La Dianétique, l'ouvrage sur lequel elle s'appuie, date de 1950. Ronebard prétend alors avoir inventé une nouvelle science de la santé mentale et fédère ses adeptes. Jusqu'au début des années 90, le mouvement connaît un succès exponentiel. C'est l'époque où la Suisse découvre cette nouvelle méthode de développement personnel qui vient d'Amérique. C'est un test sur les aptitudes. D'accord. Vous avez 2 minutes pour le faire tout de suite. Ça permet de mieux se connaître, ça permet de voir comment on utilise son potentiel. Suite au décès de Bard en 1986, David Miscavige prend la tête de l'organisation. La scientologie joue alors la carte du glamour avec Tom Cruise comme ambassadeur, mais en Suisse, le mouvement s'essouffle. Sur le marché du développement personnel, la scientologie est dépassée. Dogmatique, l'organisation interdit toute interprétation ou modernisation des méthodes de Ronebard. Ainsi, l'audition, qui constitue la thérapie de base en scientologie, se pratique aujourd'hui exactement comme dans les années 50. Vous avez un auditeur, c'est la personne qui tient dans ses mains un électromètre, et cet appareil va envoyer un tout petit courant de 0,5 volts à travers le corps de la dame qui est là. Et ce petit courant va se trouver influencé par les infimes changements mentaux, c'est-à-dire les changements émotionnels dans le mental de cette personne. Et monsieur va pouvoir les lire sur l'électromètre. Pour devenir auditeur, les scientologues doivent étudier en long et en large les enseignements du fondateur. La formation coûte en moyenne 30 000 francs. Elle est à l'origine des nombreuses controverses qui entourent l'organisation. Des controverses qui, s'accumulant, ont définitivement sali la réputation du mouvement. La scientologie a de gros problèmes d'image. Presque chaque enfant connaît la scientologie. Quand j'anime des groupes avec des jeunes à propos des dérives sectaires, il y a toujours 2 communautés qui leur viennent spontanément à l'esprit. Les témoins de Jéhovah, parce qu'ils frappent à la porte de nos maisons, et la scientologie. Alors forcément, un mouvement qui est identifié comme une secte par tous les enfants a de la peine à recruter de nouveaux membres. Échalant, un samedi matin. A priori, une association comme les autres qui fait de la prévention contre la drogue. Elle fait le tour de la Suisse romande tout au long de l'année pour distribuer ses livrets d'informations et échanger avec la population. Il y a la presse beaucoup. Parce que vous êtes une association, je ne connais pas. Alors, nous, c'est une association qui s'appelle l'Association Dites Non à la drogue. Et notre message, c'est d'inciter les gens, effectivement, à dire non à la drogue, à ne pas toucher à ça et à s'en écarter. Ce que ne dit pas cet homme, c'est que l'association est soutenue par la scientologie. Sur d'anciens livrets qu'elle distribuait, on trouvait d'ailleurs ces mentions pour le moins explicites. Pour obtenir un exemplaire gratuit de ces livrets ou d'autres informations au sujet des découvertes de Ronebard sur la drogue, visitez ou contactez nonaladrogue.ch. Bonjour. Bonjour. Ouais. Voilà. Cette conseillère communale de Nyon souhaite obliger l'association à afficher plus clairement ses liens avec la scientologie. C'est d'autant plus pour moi que maintenant j'ai effectué quelques recherches et qu'on ne partage pas la même opinion sur la notion de transparence. Pour elle, c'est évident, Non à la drogue est une structure de recrutement scientologue. Non, mais vos activités, vos documents résument très bien quelles sont vos activités. Il y a une volonté assez clair de vouloir atteindre une population peut-être fragilisée afin de pouvoir les recruter de manière plus aisée. Et puis, puisque l'Église de Scientologie en tant que telle a des difficultés d'obtenir des autorisations de stand sur les marchés, puisqu'aujourd'hui elle est critiquée et ouvertement reconnue comme secte, en tout cas dans l'opinion publique, aujourd'hui elle utilise des associations type écran comme celle-ci afin de pouvoir contacter directement la population. Le but, c'est de faire de la prévention contre les drogues. Le but, c'est pas de faire de la promotion pour la scientologie. Sérieusement ? Donc, absolument. Donc, si vous prenez nos livrets, vous les lisez,
vous ne trouvez pas, il n'y a rien de religieux, d'ailleurs ni politique, parce que le but est uniquement la prévention contre la drogue. L'association se dit donc laïque. Pourtant, moins d'une heure après notre tournage à Échallens, nous avons reçu un appel de Francine Bielawski, la porte-parole de la scientologie. Elle cherchait à obtenir les raisons de notre présence sur le stand Non à la drogue. Nébuleuse, la scientologie reste difficile à appréhender. Aux États-Unis ou en Espagne, elle bénéficie du statut de religion, alors que dans d'autres pays, on l'assimile à une secte. En Suisse, elle n'est qu'une simple association et peut-être bientôt un vieux souvenir. Bonsoir François Roulet. Bonsoir. C'est vous qui avez réalisé cette enquête. Alors on connaît les réticences, la méfiance de la scientologie à l'égard de la télévision. Et ça a été très long d'obtenir les accès que vous vouliez, de pouvoir parler aux personnes que vous vouliez rencontrer. Oui, il faut bien se rendre compte qu'on ne fait pas entrer facilement une caméra dans une église de scientologie. Pour vous dire, entre le moment où les scientologues ont accepté de participer au reportage et le moment où on a tourné la première image de ce sujet, il s'est écoulé 3 mois. 3 mois pendant lesquels il a fallu négocier avec eux sur chaque aspect de ce reportage, sur chaque image qui allait être tournée dans leurs églises. Ils sont très méfiants parce qu'ils savent que leur organisation est controversée. Et si elle est controversée en Suisse, c'est avant tout parce qu'il y a des enjeux financiers, des questions d'argent qui ont été soulevées par d'anciens membres qui avaient dépensé dans l'organisation des dizaines, voire des centaines de milliers de francs en services scientologues en tout genre. Malgré tout, vous avez obtenu ces accès, vous avez pu tourner des scènes tout à fait inédites, à notre connaissance. La célébration, si on peut dire ça comme ça, du dimanche par exemple, c'est quelque chose que les scientologues n'aimaient pas montrer. Comment est-ce qu'on explique cette ouverture ? Eh bien, je pense qu'ils ont plus le choix d'autre choix que de jouer la carte de l'ouverture. Pendant 30 ans, la scientologie, en termes de communication, c'était le culte du secret, les portes closes à l'égard des médias. Sans doute qu'aujourd'hui, les dirigeants scientologues en Suisse se rendent compte que cette politique de communication est un échec, vu que le mouvement décline. Ils ont pris la mesure et ils ont décidé de changer et de jouer désormais la carte de l'ouverture. Alors, ce que votre enquête montre, c'est que l'image de la scientologie a probablement jamais été aussi mauvaise en Suisse. On a entendu Ruth, une ex-scientologue qui témoigne, avec beaucoup de réticence. Avoir été scientologue, c'est une étiquette très, très lourde à porter. Oui, c'est un fardeau, c'est surtout une étiquette qui est presque indélébile parce que Ruth, qui était scientologue et qui est sortie de l'église de scientologie il y a plus de 15 ans maintenant, aujourd'hui encore elle porte cette image. Pour vous dire, au moment où on faisait ce reportage, juste après avoir fait son interview, on faisait des plans extérieurs de la maison dans laquelle elle vit et le propriétaire de la maison a accouru vers notre caméra et il a dit non, vous ne filmez pas cette maison. Je pense qu'il savait que sa locataire avait un passé scientologue et il a dit je suppose que ce reportage a trait à la scientologie et je ne veux pas de près ni de loin avoir affaire à cette organisation. Je ne veux pas que cette maison figure dans votre reportage. Et je trouve que ça révèle assez bien le climat de tension qui réside encore autour de cette organisation. Il y a 30 ans, quand la scientologie a débarqué, on ne la connaissait pas. En 30 ans, il y a un énorme travail d'information qui a été fait. Et au fond, c'est ça aujourd'hui qui porte à conséquence pour l'église de scientologie. Oui, ce qui se passe, c'est que depuis une quinzaine d'années maintenant en Suisse, les médias ont abondamment parlé de la scientologie. Il y a eu aussi des campagnes de prévention à l'égard des jeunes qui font qu'aujourd'hui, la scientologie, plus personne n'ignore réellement ce qu'elle est en tant qu'organisation. Dans les années 80, au moment où l'organisation marchait très fort, les gens parfois ne savaient pas dans quoi ils mettaient les pieds. Aujourd'hui, c'est plus possible. Une femme comme Ruth, qu'on voit dans le reportage, nous a dit la même fille que j'étais à l'époque, aujourd'hui, en 2012, elle n'aurait jamais franchi le palier de l'organisation. Et puis, il ne faut pas oublier que la scientologie opère sur un marché du développement personnel qui est devenu ultra concurrentiel. Il y a toutes sortes désormais de thérapies alternatives. Et la scientologie, qui avait une forme de monopole à l'époque, peut-être dans les années 70-80, aujourd'hui, elle est dépassée par ces mouvements concurrents. Merci beaucoup, François, pour ces explications. C'est une de ces traditions dont les sujets de Sa Majesté ont le secret. De nombreuses écoles britanniques abritent un corps de cadets, des élèves qui reçoivent une éducation militaire dans le cadre de l'école. Dès 13 ans, ils apprennent à se comporter en soldats et le maniement du fusil d'assaut. Alors vous l'imaginez, dans un pays engagé en Afghanistan, cette institution a un goût particulier. Reportage Peter Greenwood et Étienne Duval.